Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Michel Geoffroy. Bonjour. Alors vous êtes énarque, essayiste, contributeur à Polémia, vous êtes auteur de plusieurs livres dont le Dictionnaire de la novlangue, La superclasse mondiale contre les peuples, La nouvelle guerre des mondes et Le crépuscule des lumières aux éditions Via Romana. Mais surtout vous êtes auteur de ce livre Bienvenue dans le meilleur des mondes quand la réalité dépasse la science-fiction aux éditions de la Nouvelle Librairie. Et nous sommes avec Jean-Édouard Carbini. Bonjour Corentin, bonjour. Jean-Édouard, évidemment, nos auditeurs vous connaissent. Bonjour Michel Geoffroy. Bonjour. Vous êtes technicien ici, puis vous êtes notre référent spécialiste de la science-fiction. Oula. Ah oui, beaucoup moins que Michel Geoffroy. Il faut le dire tout de même. Alors Michel Geoffroy, je voulais revenir, je ne sais pas si vous avez écouté notre matinale avant, mais à 7h30, nous avons parlé notamment d'OVNI, parce que notamment la NASA donc, a fait une grande conférence sur les objets non identifiés. Et puis il y a les dernières révélations de David Grusch, qui est un haut officiel du renseignement, qui n'est pas du tout un uluberlu, qui est quelqu'un qui avait des grandes responsabilités au sein du Pentagone, et qui a révélé que les Américains ont récupéré des vaisseaux exogènes, c'est-à-dire des vaisseaux non humains, pour les analyser à des fins militaires, et qu'on aurait caché ça au Congrès, qu'on aurait caché ça au peuple américain. Alors évidemment, là, c'est typiquement votre livre, Bienvenue dans le meilleur des mondes. Là, la réalité dépasse complètement la science-fiction. Oui, enfin, est-ce que c'est vraiment la réalité au cas d'espèce J'ai toujours quelques doutes parce que, oui, j'ai vu ces témoignages, mais c'est toujours l'homme qui a vu l'homme, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune information précise. C'est un tel qui dit qu'on a vu ceci ou cela, mais bon, je veux dire, c'est quand même, c'est classique. Si vous voulez, lorsqu'on se rapproche de l'été, il y a souvent les ovnis, il y a souvent le monstre du Loch Ness. Bon, donc voilà. Enfin, moi, je ne traite pas trop de cette question dans mon petit essai, hein, mais bon, ça montre que d'une certaine façon, dans notre société aujourd'hui, la frontière entre la fiction et la réalité est parfois assez poreuse. Hein, et donc, alors, si j'évoque quand même un peu la question de l'alien, de l'extraterrestre, telle qu'elle a été notamment conçue lors de la guerre froide, hein, car ça a été le grand moment où on a vu partout des soucoupes volantes et où, dans les films de fiction, on met en scène l'extraterrestre, mais l'extraterrestre, ce n'est jamais que la projection de l'ennemi, du rouge. À l'époque de la guerre froide, l'extraterrestre, c'est le rouge. Hein. Le roman L'invasion des profanateurs, c'est très typique. Ce sont des gens qui ont la forme des Américains, mais en fait, ce ne sont pas des vrais Américains. Bon, ça, c'est du macartisme classique. Hein, donc, c'est un peu l'écho de tout ça. Donc il y a évidemment donc cette nouvelle, bon, évidemment qui fait sourire et qui fait rire. Forcément, on a un imaginaire des extraterrestres justement grâce à cette culture de la science-fiction ou à cause de cette culture de la science-fiction. Et je voulais revenir aussi sur le colloque de l'Iliade, parce que vous êtes proche évidemment de l'Iliade, colloque de l'Iliade qui a été interdit parce qu'on soupçonnait, avant que le colloque ait pu avoir lieu, colloque de l'Iliade, pardon, en hommage évidemment à Dominique Vénère, on en a parlé sur Ligne Droite, parce qu'on les soupçonnait de potentiellement déraper, de potentiellement être en dehors du cadre de la loi. Et ça, évidemment, ça nous fait penser à ce livre. Alors, je ne savais même pas, pour tout vous avouer, qu'il y avait un livre de Minority Report, qui a été évidemment réalisé après en film par Steven Spielberg avec Tom Cruise début des années 2000. Et donc là aussi, la réalité dépasse la science-fiction. Bah oui, le roman Minority Report, c'est la police du pré-crime, voilà. Qui, sur la base de visions qu'ont un certain nombre de personnes, décide d'arrêter les gens avant qu'ils ne commettent un crime ou un délit. Alors, le film parle des crimes, mais en fait, le roman, c'est même les délits. Donc, ça veut dire que dans cette société totalitaire, les prisons sont pleines de gens innocents, par définition, puisqu'ils n'ont pas fait l'acte qu'ils étaient censés faire. Bon, alors, ça renvoie évidemment à un aspect que j'ai essayé de développer dans mon petit essai, c'est la vision
l'anticipation d'une société totalitaire. Ça, c'est je pense, un des aspects importants de beaucoup de romans d'anticipation qui se sont développés dans les années 40 ou dans les années 50. Alors, je précise d'ailleurs que je n'ai pas eu l'ambition de faire une anthologie de la science-fiction, ce qui aurait été absurde compte tenu du tout petit format choisi. J'ai simplement essayé de choisir quelques auteurs anciens, pour pas qu'on les suspecte en quelque sorte de projeter notre vision du présent. C'est-à-dire que si on prend par exemple un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alain Damasio, il décrit souvent des mondes totalitaires, des gens qui résistent à tout ça, mais en même temps, comme il écrit aujourd'hui, je pense que sa vision, pour moi, est moins intéressante que, par exemple, lire Orwell ou Aldous Huxley, qui décrivent, eux, dans les années 40 ou 50, un monde dans lequel nous sommes. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai choisi. Alors, on peut me dire, vous n'avez pas parlé de X ou Y, vous avez fait un choix un peu qui peut être contesté. Mais moi, c'est ça qui m'a intéressé. Quand même, ça m'intéresse d'évoquer Wells, parce que Wells écrit quand même fondamentalement à la fin du 19e siècle, bon, même s'il a écrit aussi au 20e siècle, parce que Wells a eu quand même on peut dire, il a quand même bien analysé certaines tendances lourdes de notre société. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait quelques choix d'auteurs limités, mais effectivement, vous avez raison, Minority Report en est la preuve. On est quand même très frappé de voir que dans le domaine, malheureusement, de la réduction de nos libertés, dans le domaine d'une société post-totalitaire en Occident, beaucoup d'auteurs l'ont quand même perçu, et notamment beaucoup d'auteurs anglo-saxons, ce qui, à mon avis, n'est pas neutre, parce que, bon, je dirais, ils vivaient à l'intérieur du système. J'évoquais tout à l'heure le macartisme. Il est clair que le macartisme a frappé beaucoup d'auteurs qui se sont rendus compte de ce qui pouvait se passer dans une société de liberté, où on pouvait là aussi accuser les gens divers pour les écarter, les accusés de communisme en l'occurrence. Mais donc c'est ça qui m'a paru intéressant. Et encore une fois, je n'ai pas eu la prétention de faire le dictionnaire en 80 pages, le dictionnaire de la science-fiction. Oui, mais c'est un très bon livre parce que très vite, vous abordez des sujets et puis ça vient de ces éditions La Nouvelle Librairie, donc c'est des petits essais et c'est très bien, et c'est très concentré, il y a beaucoup de choses. Avant de passer la parole à Jean-Édouard, je voulais vous dire, la science-fiction, c'est notamment, au départ, c'est pour fuir le réel, c'est des gens qui avaient besoin de fuir le réel et là, en fait, vous nous dites que la science-fiction a une dimension politique et aussi même peut prédire l'avenir. Alors, ce qui est frappant, c'est que, je dirais, notre regard évolue avec le temps. Je prends simplement un exemple. Quand Wells écrit La guerre des mondes, parce que vous parliez tout à l'heure des extraterrestres, quand il écrit La guerre des mondes en 1898, bon, il décrit l'invasion de la Terre par des Martiens. Bon, c'est un roman. En 1898, bon, on pense encore qu'il peut y avoir des Martiens sur Mars, mais ce n'est qu'un roman. Quand on lit ce livre, alors c'est un roman assez effrayant d'ailleurs, mais enfin, quand on lit ce livre après la guerre de 14, on se rend compte qu'en réalité, il a largement prévu les horreurs des guerres technologiques modernes, parce que les Martiens ont un pouvoir technologique écrasant. Et ceux qui ont lu le livre dans les années 40 découvrent que Wells a, dans ce roman, une peinture extraordinaire des civils qui fuient. Ça ressemble beaucoup à ce que l'on a connu en France avec l'Exode. En 40. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre regard enrichi un peu parfois nous permet de comprendre et de donner une nouvelle dimension à ce que ces auteurs ont pu présenter. De même, le roman L'île du docteur Moreau de Wells, il décrit quoi? Il décrit les folies du génie génétique, des gens qui veulent changer, là en l'occurrence le docteur Moreau, il veut changer les animaux en hommes, mais ce n'est jamais qu'une sorte de préfiguration de tous les débats aujourd'hui éthiques, et plus que des débats d'ailleurs, sur la transhumanité, la volonté de forger un homme nouveau, etc. Donc nous pouvons
avec le recul de notre temps, nous pouvons avoir un regard différent que l'on pouvait avoir au moment où il a écrit son roman La guerre des mondes ou Livre de Dr Moreau. Si j'osais utiliser une formule compliquée, je dirais leur futur qui a été écrit dans notre passé nous parle à notre présent, en fait. C'est-à-dire que les trois dimensions temporelles se rapprochent. C'est ça que je veux dire quand je dis la réalité dépasse la fiction. Jean-Édouard Kervini. Oui, Michel Geoffroy, écoutez, moi j'ai trouvé votre essai passionnant parce qu'il est déjà très synthétique, comme l'a déjà rappelé Corentin avant moi. J'ai trouvé très amusant le côté paratextuel qui me rappelait Frank Herbert et Dune avec les petites citations, les petits aphorismes au début de chaque chapitre. Alors, vous dites à un moment que la science-fiction, enfin vous dites dans votre introduction plutôt que la science-fiction est un produit littéraire et cinématographique mineur. Mais un peu plus loin, vous parlez de contes philosophiques et je m'inscris davantage dans le côté conte philosophique parce que selon moi, la science-fiction est toujours porteuse d'un message. Pourquoi parlez-vous dans le début de votre essai d'un produit littéraire et cinématographique mineur ? Parce que je pense que la science-fiction a quand même été considérée. Quand aujourd'hui vous dites je m'intéresse à la science-fiction, bon, vous passez un peu pour quelqu'un d'un peu décalé par rapport. En tout cas, moi, dans ma génération, la science-fiction n'était pas considérée, les auteurs de science-fiction, à l'exception, bien sûr, de grands auteurs comme Wells, par exemple, n'étaient pas vraiment considérés comme un genre artistique et un genre littéraire reconnu. Alors maintenant, je suis d'accord avec vous, il y a des messages. Ces gens, en plus, beaucoup de ces grands auteurs, notamment les grands auteurs américains, mais on pourrait aussi citer René Barjavel, bien sûr, il n'y a pas que les Américains. J'allais y venir. Ces grands auteurs étaient quand même souvent des gens qui avaient une culture journalistique, qui étaient des écrivains par ailleurs. Donc il y avait donc un certain recul par rapport à la société, il y avait donc un jugement. En plus, je l'évoque, il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre d'auteurs de science-fiction qui sont engagés politiquement. Wells était engagé politiquement à gauche. Donc, si vous voulez, c'est des gens aussi qui ont profité du support fantaisiste pour faire passer des messages. Je suis d'accord avec vous. Mais disons que le regard que globalement on portait dans les années 60 ou 70 sur la science-fiction, a fortiori si vous prenez les fanzines, les comics, etc., même les films de science-fiction étaient au moins jusqu'au tournant de l'Odyssée de l'espace, le film de Kubrick, étaient quand même considérés comme des divertissements mineurs, si vous voulez. Aujourd'hui, c'est sans doute moins vrai, parce qu'il y a beaucoup de blockbusters de science-fiction qui sont très lourds et qui diffusent lourdement certains messages, d'ailleurs. Mais donc, c'est pour ça, c'est plutôt sur le regard qui était porté par le monde littéraire sur la science-fiction. Merci beaucoup. Alors, quand vous dites que l'essence de la science-fiction, ses bases, ses fondamentaux proviennent donc de la gauche, du progressisme, et qui remplacent la religion et qui mènent à une forme de démurgisme, est-ce que ce n'est pas en fait finalement la disparition progressive d'une religion universaliste qu'on appellera, qui est le christianisme, qui est remplacée dans nos sociétés par une religion plus hermétique qui s'appelle la franc-maçonnerie? Alors là, c'est un débat vaste. Je pense que la science-fiction est effectivement proche du progressisme, car elle a les composantes de l'idéologie progressiste, la projection dans le futur, qui est fondamentale, l'idée que demain sera meilleur qu'aujourd'hui et qu'aujourd'hui est préférable à hier, l'idée que la science va nous permettre de réaliser tous nos rêves. Ça, c'est quand même un élément fondamental. Au début de l'émission, on parlait des ovnis, l'idée qu'on puisse franchir toutes les dimensions, parcourir le temps, parcourir l'espace grâce à la science et à la technologie, ça, c'est un élément fort. On pourrait même, si j'osais, renverser la proposition. L'idéologie progressiste elle-même, c'est une sorte de science-fiction, parce qu'elle repose notamment sur une fiction de l'homme, une fiction de l'homme perçue comme une cire vierge, une fiction de la société conçue comme une mécanique qu'on peut modifier facilement et pour créer le monde idéal. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a une interconnexion entre progressisme et science-fiction. C'est notamment très clair
au fur et à mesure que la science-fiction va devenir une image de l'américanisme, hein, de la domination américaine sur le monde, étant projetée également à l'échelle galactique, en quelque sorte, et beaucoup de romans, ou même des séries télévisées, pensons à Star Trek, n'est-ce pas, c'est toujours, on voit bien, certes les planètes sont unies, mais il y a quand même une direction nord-américaine de tout ça. Bon. Donc il y a une liaison avec, mais il y a aussi, je le rappelle rapidement, il y a aussi une science-fiction soviétique, il ne faut pas l'oublier. Oui, passionnante. Voilà, qui est de bonne qualité d'ailleurs, qui est souvent très bonne, très intéressante, mais qui est aussi un progressisme. Hein. Il y a des tas de romans qui expliquent qu'on va apporter la bonne nouvelle communiste à toutes les planètes. Bon, donc c'est cette idée. Voilà. Alors, la religion, j'ai pas trop développé dans l'essai. J'ai trouvé que les quelques romans que j'ai cités, il paraît que la religion n'est pas très présente dans la science-fiction, ou du moins elle est dépassée. Elle est dépassée notamment par un syncrétisme. Quand on regarde le film, par exemple, Le Cinquième élément, on voit que les prêtres du Cinquième élément cumulent tous les symboles de toutes les religions. Il y a un cendrier à 7 branches, il y a une statue bouddhiste. Enfin, bon, on voit bien cette espèce de mélange fou. C'est normal parce que fondamentalement, la science-fiction repose sur l'idéologie de la science et de la raison qui va nous permettre de dominer le monde. Le monde de la science, le monde de la religion, il n'a pas sa place dans ce système. Même si on pourrait trouver certains romanciers, notamment de petits romans, qui ont évoqué l'idée de nouvelles entités religieuses, etc. Mais bon, je veux dire, fondamentalement, c'est quand même un progressisme. Le progressisme, il ne laisse pas beaucoup de place à la religion. Il n'y a pas de religion dans le monde de la science-fiction. On va conclure là-dessus, Michel Geoffroy. Merci beaucoup pour votre intervention. On rappelle, donc vous êtes énarquessiste. On rappelle le titre de vos livres, Le Dictionnaire de la novlangue, La superclasse mondiale entre les peuples, La nouvelle guerre des mondes, Le crépuscule des lumières aux éditions Via Romana et évidemment, Bienvenue dans le meilleur des mondes quand la réalité dépasse la science-fiction aux éditions La Nouvelle Librairie. Merci Jean-Édouard Kervini. Merci Michel Geoffroy, merci Corentin. Et on vous retrouve en zone libre. Absolument, absolument.